Voilà, je vous propose donc de reprendre nos travaux. Vous avez vu que nous avons une après-midi chargée avec trois grands thèmes, la rupture du contrat de travail, le travail atypique et puis un autre regard sur le droit du travail. Alors, assouplir la rupture du contrat de travail, on va tout d'abord commencer par la question de la motivation de la lettre de licenciement. Donc c'est moi-même qui vais intervenir et je vais intervenir en tandem avec Maître Califano et je suis enchanté qu'on puisse, on a réfléchi ensemble, c'est une collaboration sur ce sujet. Voilà. Je vais entamer tout de suite comme on a un petit peu de retard pour ne pas perdre de temps, puis on se fait des petits échanges. Voilà. Exactement. Alors, d'abord, très rapidement, pour replacer le contexte, on sait tous que la lettre de licenciement, elle doit toujours énoncer le ou les motifs de licenciement, c'est-à-dire les données de fait qui, aux yeux de l'employeur, justifient sa décision. En conséquence, pour la Cour de cassation, depuis une longue jurisprudence, on sait que le motif ne doit pas être vague, car un motif imprécis équivaut à une absence de motif. Cette solution, elle trouve son fondement dans la finalité de la lettre de licenciement. Le salarié doit toujours comprendre pourquoi il a été congédié. Ainsi, on sait que, par exemple, pour la Cour de cassation, l'insuffisance professionnelle, ça peut être un motif précis sur lequel on pourrait discuter. Au contraire, la perte de confiance, le manque de motivation ou les difficultés relationnelles ne constituent pas des motifs précis. Il faut un grief objectif et matériellement vérifiable, ce qui permet au juge de contrôler le caractère réel et sérieux du licenciement. Alors, quelles conséquences doit-on tirer d'une absence de motivation ? A priori, deux solutions peuvent être envisagées. Soit on considère que l'absence de motivation est une simple irrégularité procédurale et doit être sanctionnée comme telle, soit on considère que cette absence équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse, ce qui engendre évidemment une condamnation beaucoup plus lourde pour l'employeur. Dans le silence de la loi, on sait que la Cour de cassation a depuis fort longtemps opté pour la seconde interprétation et cette solution a été en partie remise en cause par les ordonnances Macron. Alors, on vous propose deux temps dans la réflexion. Dans un premier temps, Mario va nous rappeler la position de la Cour de cassation avant les ordonnances Macron, et puis ensuite, j'interviendrai sur après. Merci Bernard de me passer la parole. Alors moi, je suis le vieux crabe, si vous voulez, qui est connu et qui est appliqué la loi de 1973, de juillet 73, dans sa version d'origine. Bernard m'a donc demandé de faire un petit rappel historique sur les grands événements, les grands arrêts de la jurisprudence en la matière. Moi, j'en ai retenu deux, peut-être trois. Janoussek en 1976, Rogy en 1990, puis également en 1990, un arrêt Orlik, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui a guidé quand même les juges pendant des décennies, jusqu'à ce qu'interviennent les ordonnances du 22 septembre dernier. On est passé en 73, en matière de licenciement, de la notion d'abus de droit, le droit de licencier, de rompre unilatéralement le contrat de travail à l'initiative de l'employeur était évidemment reconnu, et le salarié qui entendait le contester devait apporter la preuve de l'abus commis par son employeur dans la mise en œuvre de cette mesure. Avec la loi de 1973, on franchit une étape essentielle, si je puis dire, qui rééquilibre un petit peu les forces en présence. Dans un premier temps, c'était le salarié sur qui reposait la charge de la preuve d'établir, en tout cas, que le licenciement avait un caractère abusif. La loi de 1973 introduit la notion de cause réelle et sérieuse. Réelle, ce qui veut dire existante, exacte et objective, c'est-à-dire matériellement vérifiable par le juge. Sérieuse, ça veut dire suffisamment importante, d'une gravité telle qu'elle remet en cause la possibilité même de maintenir le contrat. Ça va se décliner sur le plan légal par l'introduction des dispositions des articles L 122-14-1 et suivants, et notamment L 122-14-2 du Code du travail,
122.14.1 qui dit que voilà, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. 122.14.2 qui détermine les modalités de notification aux salariés de ce qu'est cette cause objective de licenciement. Alors dans les débats parlementaires en 1973, c'était poser la question de savoir s'il fallait immédiatement énoncer, dire dès le stade de la rupture pour quelles raisons cette rupture était intervenue. Et dans les débats parlementaires, il avait été évoqué notamment le fait que ça pouvait être une double peine pour le salarié. À la fois parce que son contrat a été rompu, mais également parce que la lettre indiquant les motifs de la rupture, dans le cadre de sa recherche d'un nouvel emploi, il pouvait très bien être confronté, entre guillemets, à un nouvel employeur qui lui demandait pourquoi il avait été licencié, et le cas échéant, lui demandait de lui fournir cette lettre de licenciement. Et donc a été introduit un mécanisme un peu complexe, mais finalement, 40 ans après, vous allez le voir, on retrouve exactement le même aujourd'hui. Mécanisme contenu dans l'article 122.14.2, puis, et en complément dans l'article R122-3 du Code du travail, 122.14.2 disant, dans sa rédaction originelle, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer là où les causes réelles et sérieuses du licenciement, les délais et conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire. Et l'article R122.3 venant ajouter, le salarié, à compter de la notification de son licenciement, un délai de 10 jours pour demander à l'employeur quels sont les motifs de la rupture, l'employeur a à son tour un délai de 10 jours pour lui répondre. Et intervient l'arrêt Janoussek, au mois d'octobre 1976, sur cette règle légale. Pourquoi ? Parce qu'un salarié a demandé à son employeur de lui énoncer les motifs de son licenciement, l'employeur n'y a pas répondu. Et alors, l'arrêt Janoussek, on le connaît tous pour ce qu'il est venu finalement dire essentiellement, c'est-à-dire que poser la présomption irréfragable d'absence de motif de licenciement dès lors que, dans les délais impartis, l'employeur ne les avait pas énoncés. Moi, je trouve qu'il est un peu plus complet que cela, l'arrêt Janoussek. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit, l'employeur ne pouvait procéder au licenciement qu'en raison de causes réelles et sérieuses existant au moment de la décision, première règle. Deuxième règle, il avait l'obligation de les porter à la connaissance du salarié si celui-ci en avait fait la demande dans les délais impartis par la loi. 3, il était réputé de manière irréfragable ne pas en avoir s'il ne les avait pas énoncés. 4, ce qui n'était pas une simple irrégularité de forme, le juge ne pouvant apprécier le caractère réel et sérieux que de celle qu'il avait invoquée dans les conditions légales. Alors, on le sait aussi, cette jurisprudence qui était quand même couperet, elle a ensuite été un petit peu assouplie en 1978, en 1980, où la Cour de cassation en est arrivée à considérer que le salarié pouvait avoir eu connaissance des motifs de son licenciement par un autre biais que celui de la notification qui lui en avait été normalement faite par l'employeur, ou en l'absence de notification régulière par l'employeur. Tel était le cas d'un rapport faisant apparaître des irrégularités relevées dans l'accomplissement des fonctions ou des correspondances antérieures au licenciement. C'est un arrêt du 15 janvier 1981, ou au cours de la procédure de mise en œuvre de la rupture du contrat. C'est un arrêt du 12 mai 1980. Alors là-dessus vont intervenir par étapes diverses évolutions législatives en 3 temps. Et qui concerne les 3 types de procédures ou de catégories de licenciements pouvant être mises en œuvre. Première novation sur le plan législatif, la loi du 4 août 82. Elle introduit un corpus de règles légales s'agissant des problématiques disciplinaires dans l'entreprise. Elle va introduire notamment un article L122-41, lequel prévoit que dès la notification de la sanction, cette notification doit comporter une motivation permettant au salarié de savoir la raison pour laquelle il a été sanctionné. Et par extension, l'ultime sanction d'un comportement jugé sur le plan disciplinaire incorrect étant la possibilité de mettre en œuvre une mesure de licenciement, notamment pour faute grave, par extension, on vient de dire la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit elle-même être motivée.
Deuxième étape, 30 décembre 86, en matière économique, la loi vient préciser que là aussi, la lettre notifiant la rupture du contrat de travail doit être motivée. Dernière étape, la loi du 2 août 89, qui généralise à tout type de rupture du contrat de travail la nécessité de motiver dès ce stade la rupture du contrat. Et puis, et j'aurais fini, enfin pour ce point en tout cas, la Cour de cassation va, sur la base de ces règles nouvelles, rendre des arrêts importants. Rogy, évidemment, en novembre 1990, sur la base des nouvelles règles applicables en matière disciplinaire, va considérer que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. À défaut, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. Il n'est pas réputé sans cause, il est sans cause réelle et sérieuse. Et puis, l'arrêt Orlik, 20 mars 1990, qui va également fixer une règle qui, pour nous, praticiens en tout cas, est extrêmement importante. L'énonciation des motifs de la rupture fixe les limites du débat judiciaire. On ne peut pas aller au-delà. La jurisprudence subséquente l'a rappelé. Par exemple, doit être approuvée la Cour d'appel qui refuse de prendre en considération un motif énoncé dans un courrier ultérieur à celui prononçant le licenciement. 5 novembre 1992. La seule référence à des correspondances antérieures ne constitue pas l'énoncé des motifs. 8 janvier 1997, n'est pas motivé le licenciement qui fait simplement référence, ouvrez les guillemets, aux raisons invoquées lors de l'entretien préalable, 26 mars 1992, idem pour la lettre de licenciement faisant référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable. Là, il y a une série de 3 arrêts, 12 janvier et 30 novembre 1994. Alors, vous savez que nous, les praticiens, ça va me permettre de faire la passation de la parole à Bernard. On se nourrit de matière vivante, évidemment, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire une lettre de licenciement datée du 10 novembre 2017. Donc elle a quelques jours, d'un salarié donc, qui a été licencié, qui a souhaité confier au cabinet la défense de ses intérêts. Et quand on lit la lettre de licenciement, on croit rêver. Je vous la lis in extenso, parce qu'elle est très courte. Suite à notre courrier du 21 octobre 2017, dont l'objet était une convocation entretien préalable de licenciement prévu en date du 2 novembre à 9h dans l'ancien siège social, suite à votre refus d'y assister, copie de votre courrier de refus 6 juin, sous prétexte que votre présence à votre domicile est obligatoire en cas de contrôle des services de la sécurité sociale, il était en arrêt maladie, en tant que liquidateur, il s'agit d'un liquidateur amiable, pas d'un liquidateur judiciaire, en tant que liquidateur, je vous notifie ce jour par la présente votre licenciement sans préavis. Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition. Eh bien, Bernard, je t'encourage à nous dire, à la lumière des ordonnances Macron, comment va être traité ce licenciement. Très bien, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Donc, vous l'avez compris, avec cette belle transition, donc dans une deuxième partie, il me revient de parler donc de la sanction du défaut de motivation, cette fois-ci, mais après les ordonnances Macron. Alors, c'est précisément l'ordonnance 1387, donc du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, qui encadre désormais les sanctions applicables à l'absence de motivation de la lettre de licenciement. Alors, on va donc dans un premier développement s'intéresser à cet encadrement des sanctions, et puis ensuite, dans un deuxième temps, et Mario reprendra la parole pour nous parler d'un nouveau modèle type de lettre de licenciement qui devrait être mis à la disposition des employeurs. Alors, sur l'encadrement des sanctions, il y a une innovation fondamentale qui gouverne la matière qui nous intéresse, désormais, avec les ordonnances, postérieurement à la notification de la lettre de licenciement, les motifs figurant dans celle-ci pourront être précisés par l'employeur. Alors cette solution, vous l'avez compris, elle met un terme à la jurisprudence de la Cour de cassation qu'on vient de présenter et qui considérait qu'une insuffisance dans l'énonciation des motifs figurant dans la lettre valait présomption de licenciement injustifié. Alors, dans sa première version, l'ordonnance précitée disposait que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après notification de celle-ci, être précisés ou
complétée, précisée ou complétée, soit par l'employeur, soit à la demande du salarié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Et ce texte, cette première version, avait tout de suite suscité une interrogation quant à sa portée. Était-il possible d'ajouter un motif totalement nouveau, sans lien avec le précédent? C'est pourquoi, à la suite de la relecture des ordonnances par le Conseil d'État, le texte a été réécrit en supprimant le mot « complété ». Il est désormais indiqué à l'article L1235-2 du Code du travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être précisés, on a retiré donc complété, précisés par l'employeur, et que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Donc l'énonciation de nouveaux motifs après notification de la lettre de licenciement semble donc exclue. En revanche, c'est ce qui est nouveau, l'employeur peut, de sa propre initiative ou à la demande du salarié, préciser le contenu de la lettre. Jusqu'à quelle date pourra-t-on apporter des précisions et dans quelles conditions? Le décret devrait répondre à ces interrogations. En tout cas, il y a une chose qui est à peu près sûre, c'est que ces précisions devraient intervenir avant l'engagement d'un contentieux, parce que la loi nous dit très clairement que c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Et Mario me donnait il y a une première version possible du projet. Il a ses secrets pour avoir des... Non, voilà. Bon, et apparemment, ce serait donc un délai de 15 jours qui serait donné aux salariés. On revient au statut couranté, sauf les délais changent. On était à 10 et 10, maintenant on est à 15 et 15, donc 15 jours en demande, si je puis dire, et 15 jours en défense pour préciser demander et préciser les motifs. Sauf possibilité, à mon avis, dans le premier délai de 15 jours, si le salarié n'en fait pas la demande, aussi pour l'employeur d'initiative, donc de préciser également le motif. Pardon. Voilà, donc on aurait peut-être donc ce double délai de 15 jours. Alors, reste à préciser maintenant les sanctions qui vont intervenir en cas d'insuffisance de motivation. Il me semble qu'il y a finalement 3 situations à distinguer clairement. Première situation, en premier lieu, on pourrait se trouver en présence d'une absence totale de motivation, on en a eu l'illustration il y a quelques instants, voire d'un licenciement sans notification de lettre de licenciement. Alors, dans ce cas, le droit pour l'employeur de préciser le motif, à notre avis, n'existe pas. On ne peut pas préciser un motif inexistant. C'est alors, fort logiquement, la jurisprudence présentée il y a quelques instants, la jurisprudence Rogy, qui devrait continuer à s'appliquer. À défaut d'énonciation du ou des motifs dans la lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. Deuxième situation, le salarié a demandé des précisions sur le motif de son licenciement. Si le juge estime que les précisions apportées sont insuffisantes, le salarié pourra obtenir l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Article L1235-2, alinéa 4, et comme le précise l'alinéa 2 du même texte, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Après, on peut se demander que se passe-t-il si l'employeur ne répond pas à la demande de précision? Doit-on considérer que le licenciement est automatiquement sans cause réelle et sérieuse? À mon avis, la réponse ne doit pas être systématiquement positive, parce qu'on pourrait très bien avoir une demande du salarié alors que la lettre de licenciement est au départ parfaitement motivée, ce qui expliquerait le silence de l'employeur. Troisième situation, le salarié estime que le motif est imprécis, mais il n'a pas demandé à l'employeur de clarifier les raisons de la rupture. Selon l'alinéa 3 de l'article L1235-2 nouveau, à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa précédent, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement
ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder 1 mois de salaire. Ce texte, cet alinéa-là, il remet clairement en cause la jurisprudence Rogy, puisque même si le motif mentionné dans la lettre de licenciement est vague ou imprécis, le juge peut désormais estimer que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse. Autrement dit, désormais, la forme ne l'emporte plus nécessairement sur le fond. On se trouve, comme le dit la loi, en présence d'une irrégularité procédurale qui sera sanctionnée par le versement d'une indemnité qui ne peut pas excéder 1 mois de salaire. La doctrine l'a souligné dans un certain nombre d'articles, on peut se demander si cette solution ne va pas inciter les salariés à demander systématiquement des précisions sur leur licenciement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si le salarié n'a pas demandé de précision sur le motif de son licenciement, le juge peut toujours considérer que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. En effet, le texte précité se contente d'affirmer qu'en l'absence de demande du salarié, une insuffisance de motivation de la lettre ne prive pas à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement. En d'autres termes, la loi a mis un terme à la jurisprudence qui considérait qu'une motivation imprécise rend automatiquement le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Désormais, l'employeur peut clarifier les raisons de la rupture du contrat devant le Conseil des prud'hommes, mais si le juge n'est pas convaincu par les arguments avancés par l'employeur, il peut toujours retenir l'absence de cause réelle et sérieuse. Alors, au final, finalement, si j'avais un mot de conclusion sur ces nouvelles sanctions, au final, il apparaît l'idée qui se dégage, c'est qu'aujourd'hui, en résumé, l'imprécision des motifs ne rend plus forcément le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les ordonnances, finalement, reposent sur l'idée que la forme ne doit pas nécessairement l'emporter sur le fond. Le licenciement peut reposer sur une cause réelle et sérieuse, même en présence d'une lettre mal motivée. Cette volonté de minimiser l'impact des règles de forme avait déjà en partie guidé la loi du 13 juillet 1973 sur le licenciement, puisque dès l'origine, il avait été prévu, pour les irrégularités de forme, il avait été prévu en matière de sanctions, que les sanctions pour irrégularité de forme s'appliquent uniquement si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. On retrouve aujourd'hui cette même idée dans les ordonnances Macron, et on va même plus loin. C'est l'article L1235-2 alinéa 5. Le texte d'origine a été complété pour prévoir que si la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement n'a pas été respectée, mais que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut pas être supérieure à 1 mois de salaire. Alors cette dernière solution, elle remet directement en cause la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère, depuis un arrêt de principe du 23 mars 1999, que l'intervention d'un organisme conventionnel, on songe par exemple à un conseil de discipline ou à une commission de conciliation, constitue une garantie de fond et qu'en conséquence, l'absence de consultation du dit organisme rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc l'employeur, il est aidé aujourd'hui parce qu'il va pouvoir éventuellement, devant le juge, aux conditions que l'on vient de voir, préciser le motif. Il pourra aussi être aidé grâce à des modèles, et je repasse la parole à Mario pour nous parler de ces modèles. Très brièvement, merci Bernard, très brièvement parce que pour l'instant ces modèles n'existent pas. De sorte qu'il est quand même assez difficile de faire de la prospective, mais alors, peut-être suis-je un peu vieille France, mais moi, je reste sur le principe que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire vous viennent aisément. Et imaginez qu'un employeur, chef d'entreprise, ne soit pas en capacité d'énoncer simplement, dans une lettre dont il prend l'initiative, les raisons pour lesquelles il met un terme à la relation de travail. J'avoue que ça me dépasse, que le gouvernement français vienne faire le pompier au service des employeurs, d'une certaine manière quand même, pour leur faciliter la tâche, mais je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il leur facilite réellement la tâche, parce que raisonnons un instant sur ce que vient de nous dire Bernard, et aussi à partir de l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure. L'employeur qui va considérer qu'un simple document CERFA
dans lequel, a priori, il n'aurait que des cases à remplir. Lesquelles cases prédétermineraient quoi? La catégorie de licenciement à laquelle il est renvoyé. Raison économique, pour motif disciplinaire, encore aurait-il peut-être des difficultés à appréhender ce que c'est qu'une raison d'ordre disciplinaire, motif personnel. Je ne sais pas si un simple CERFA qui ne serait renseigné que par des cases que l'on coche serait susceptible d'accompagner utilement la nouvelle mouture de l'article 1235-2, indiquant que l'employeur ne peut que préciser les motifs qu'il a initialement énoncés dans la lettre de rupture. La lettre de rupture, c'est un modèle CERFA qui ne comporte que des cases à cocher. Je pense que le contentieux risque d'être important. Voilà, c'est le mot de conclusion. Je vois que Alexandre Barège commence déjà à trépigner, donc voilà, je cède la parole à qui le veut. Juste une deuxième conclusion, mais une minute. Juste une deuxième conclusion d'une minute. En fait, en résumé, on s'aperçoit qu'on a vraiment voulu cloisonner la forme et le fond, et l'idée que certaines irrégularités de forme traduisent en réalité une violation des règles de fond n'est pas partagée par les auteurs de l'ordonnance. Pourtant, on peut quand même se demander si parfois le respect de la procédure ne participe pas d'une prise de décision éclairée et confère à la mesure en cause un statut qui lui assure une bien meilleure efficience. Et ce sera mon dernier mot de conclusion. Je reprendrai ce que disait notre collègue, le professeur Jean-Claude Javillier, il y a bien longtemps de cela, en 1983, dans une étude qu'il avait consacrée au pouvoir disciplinaire. Il avait dit, ce sera mon mot de conclusion, au fond, ne conviendrait-il pas qu'en France, le droit procédural du travail, en tout domaine, soit pris plus au sérieux qu'il ne l'est actuellement? La portée du droit substantiel en dépend grandement. Attendez, juste un mot en complément de la conclusion de Bernard, c'est que dans le cadre de la loi de 73, c'est le juge qui a dit que c'était une garantie de fond, que c'était un droit substantiel. Aujourd'hui, c'est le législateur qui croit devoir l'affirmer. Voilà.